Parce qu'après, on y va. Ce garde du corps s'improvise même photographe. Voilà, à chaque fois que je pourrai prendre le train, oui, ce sera comme ça. Je ne sais pas si je serai toujours bien accueilli. On verra, ce sera un baromètre aussi. L'expérience l'a montré, l'histoire d'un mandat présidentiel se construit dans les premières semaines, parfois même dans les toutes premières heures. Alors, quelle sera la tonalité de celui de François Hollande? Quelle image veut-il poser? Et que penser de ce nouveau style à l'Élysée? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, le président en costume d'homme normal, nous sommes allés voir ceux qui ont travaillé avec lui sur son style, son image et qui s'expriment généralement peu, voire pas, comme les communicants Nicolas Bordas ou Robert Zarader. Nous sommes aussi allés à Berlin pour savoir ce que pensent les Allemands du nouveau couple Merkel-Hollande et plus généralement de ce style dit normal, un style qui s'est imposé dès les premières minutes de la passation de pouvoir sur le perron de l'Élysée. François Hollande raccompagne le couple Sarkozy sur le perron. Nouvelle poignée de main entre les deux hommes. Alors que les deux premières dames s'embrassent chaleureusement, pour tous les quatre, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est court, mais on voit que François Hollande donc, tourne les talons pour rentrer dans l'Élysée, sans raccompagner Nicolas Sarkozy, sans attendre qu'il soit parti. Et ça a été vu par beaucoup comme espèce d'affront, une désinvolture. Enfin, ça a été beaucoup commenté. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? D'abord, il y a eu une image, la première image des deux hommes, c'est pas celle de la passation de pouvoir, c'est celle du 8 mai. Où Mais ils justement. sont l'un avec l'autre et ensemble, ils participent à des cérémonies importantes de commémoration. Ensuite, on est sur la passation de pouvoir et on a donc un président de la République sortante qui s'en va et un président qui rentre. Ils se sont parlé longuement et ils ont eu un entretien qui a été un entretien très républicain et en même temps qui a excédé la durée qui était prévue initialement. Donc il n'y a pas eu de faute d'attention de la part de François Hollande. On est sur le perron de l'Élysée, le président s'en va. Inutile non plus de jouer une comédie et de faire semblant que ces deux hommes-là se sont appréciés. Il y a eu une campagne qui a été dure, au cours de laquelle ils se sont affrontés et au cours de laquelle Nicolas Sarkozy n'a jamais mâché ses mots. Et donc, peut-être qu'une présidence normale, c'est aussi de ne pas surjouer les rapports entre les uns et les autres. Qui aurait compris que François Hollande fasse la bise au président, l'accompagne jusqu'à sa voiture, lui fasse un salut de la main, court après la voiture. Enfin bon, non, sans aller jusque-là, mais attendre peut-être tout simplement. Ou voilà. La campagne a été extrêmement dure. C'est probablement une des campagnes présidentielles les plus brutales qu'on ait eu à vivre en France, en tout cas depuis quelques septennats ou quinquennats. Je crois que le débat de l'entre-deux tours a été aussi, on va dire, un débat rude. Et je crois que quand François Hollande se retourne, d'abord c'est naturel, ça n'est pas un calcul délibéré, c'est pas très sincèrement la volonté d'être discourtois. Je crois que c'est simplement, à l'inverse, pour le coup, la volonté d'être naturel et conforme à sa personnalité. Je crois qu'il n'avait pas envie non plus d'avoir un affichage de convivialité dans ce passage de pouvoir qui n'avait pas lieu d'être parce qu'il n'y a eu aucune convivialité, aucun cadeau entre ces deux candidats durant la campagne présidentielle. Au fond, moi j'ai une interprétation assez différente. Je vois plutôt un François Hollande qui a souhaité laisser sa sortie à Nicolas Sarkozy, laisser les photos de Nicolas Sarkozy partant seul sur le tapis rouge, que quelqu'un qui a voulu pousser Sarkozy dans l'escalier. D'ailleurs on voit, il ne tombe pas dans l'escalier et il n'y a aucun croche-pied qui est fait par François Hollande dans cette image. Donc moi je crois qu'on surinterprète l'image, mais ce qui est tout à fait normal, puisque dans les premiers temps du nouveau président, on va chercher à interpréter celle-là et puis probablement plein d'autres images. Alors après ça, il y a eu évidemment toute une série de symboles, une journée d'investiture très très longue, avec de nombreux discours, de nombreux moments. On avait rarement vu une journée avec autant de discours dans le cadre des passations de pouvoir. Un petit montage.
Les mêmes scènes se sont répétées. Hôtel de Ville, Jardin des Tuileries, Institut Pierre et Marie Curie, les mêmes bains de foule, comme si le nouveau président voulait tous les étreindre, ce qui l'ovationne. Ce fut une après-midi de symboles et elle a commencé au Jardin des Tuileries pour un hommage à Jules Ferry. Après les lycéens, les chercheurs, les soignants de l'Institut Pierre et Marie Curie. Et c'est François Hollande qui les applaudit. Et c'est sous la grêle que l'hommage est rendu à Marie Curie, à la femme venue de Pologne, à la scientifique, à celle qui fut prix Nobel. Aux fenêtres dans les allées, les scientifiques sortent de la réserve comme des groupies accueillant une rockstar. Merci à toute la recherche. 15h30, visite du chef de l'État au maire de la capitale. Bien sûr, il y avait là du protocole, de la solennité. Mais quand François Hollande est entré dans la salle des fêtes, une clameur est montée. Et puis elle s'est diffusée. C'était comme une fête de famille avec ceux qui s'aiment, ceux qui se détestent. Et en ce jour, il les a tous embrassés. Alors on le revoit, 4 discours, un nombre de cérémonies incroyables, une journée entière, une journée marathon. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'était surprenant, ça en a surpris beaucoup d'ailleurs, pour quelqu'un qui se voulait très simple. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer avec cette journée, avec tous ces discours, tous ces symboles? Je crois, alors je peux utiliser le terme qui me paraît le plus juste, même s'il faut lui enlever sa connotation religieuse, une forme de communion, c'est-à-dire que je crois, et je crois qu'il ne le cache pas, il est heureux d'avoir aujourd'hui conquis cette fonction, de l'occuper aujourd'hui, et que c'est ce bonheur qui est partagé. Voilà. Alors j'ai trouvé cette journée d'investiture très intéressante dans son intention et aussi dans sa réalisation. Au fond, elle répond à un principe simple en matière de communication, qui est qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et donc il y a eu clairement une volonté de marquer cette première impression et de le marquer probablement par un certain nombre d'actes symboliques. Alors quand on en fait plusieurs, on ne sait jamais lesquels vont être pris, hein, donc à un moment donné il vaut mieux en faire trop que pas assez si on veut être sûr que les choses soient perçues. Et en l'occurrence, l'idée là était de marquer, je dirais, un retour à une logique républicaine et à une incarnation d'un président républicain. Donc au fond, je pense qu'il est sain et il est bien, de manière générale, d'être clair sur les signes qu'on veut donner au tout début du mandat ou de cette nouvelle histoire, tout en étant dans une grande continuité avec la campagne. Parce qu'au fond, ce qui est frappant, c'est que ce président dit normal est le même 24 heures, 48 heures, une semaine, puisque là on est une semaine après l'élection, que celui qu'il était une semaine avant. Et donc on voit que sa relation au fond aux gens, sa relation à la foule, sa manière d'embrasser, bon c'est un cauchemar pour les serviteurs d'ordre, mais en tout cas c'est le même homme que les gens ont élu et qui s'est engagé à rester le même pendant toute la durée du mandat. Donc je crois que fondamentalement on va assister, on a déjà commencé à assister et on va assister à un homme qui mène un chemin qui a commencé depuis déjà un petit moment, depuis plusieurs années diront certains, sûrement plus d'1 an pour ceux qui l'ont suivi de très près. Et ce chemin continue sans qu'il y ait de rupture fondamentale au moment où il est président. Donc la rupture vient de la nature de la mission qui lui est impartie, mais pas de la posture qui est la sienne. Alors évidemment, on imagine que la météo n'avait pas été prévue. Finalement, a posteriori, en pro de la communication, les images de costumes mouillés, de présidents fraîchement élus sous la pluie, vous trouvez ça plutôt pas mal ou pas? Alors, in fine, oui. Maintenant, sur le coup, j'étais un peu stressé en regardant les images. In fine, je crois que c'est bien. D'abord, on pourrait dire que début de mandat pluvieux, mandat heureux. Mais aussi, je pense que c'est une image symbolique, au fond, qui n'a pas été recherchée, parce que je crois que pour le coup, personne n'a cherché à contrôler la météo, ni dans un camp, ni dans l'autre, a donné l'idée d'un président qui allait être par tous les temps et par tout terrain, et qui allait devoir avancer dans des conditions difficiles. Donc au fond, je pense que cette image, dans 2 ans ou dans 3 ans, sera peut-être regardée comme un symbole que j'espère, in fine, optimiste, après la pluie, le beau temps, du mandat de François Hollande. Donc, on disait
normalité, il a beaucoup communiqué aussi sur la normalité. Et en même temps, est-ce que jusqu'à présent, tout a été, du moins vu d'Allemagne, si normal que Oui, ça? oui, ça ne me semble pas très normal de faire comme ça, mais tout le protocole français, c'est pas normal, donc c'est difficile à dire. C'est très médiatisé, très ouvert, mais c'est pas travaillé, c'est pas une démarche à travailler normale, c'est évidemment. Comme Nicolas Sarkozy il y a 5 ans, eh bien, sitôt investi, François Hollande est parti pour Berlin. Dès son arrivée, François Hollande est accueilli par une Angela Merkel souriante. Une poignée de main, mais pas de bise, pas de tape dans le dos, comme lors des rencontres avec Nicolas Sarkozy. C'est l'image que retient la presse allemande. Le style a changé, peut-on lire, le bisou n'existe plus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question de style? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important? Je crois que oui, quand même, parce que c'est un certain symbolisme qui se transmet par la question est-ce qu'on se rencontre par les bises ou juste par un poignet de main. Et effectivement, on sent quand même, pour le moment, il y a plus de distance entre Angela Merkel et François Hollande que c'était le cas entre Merkel et Nicolas Sarkozy. Alors, du coup, il y a quelque chose là-dedans. C'est plus qu'une simple forme, mais je dirais qu'il y a un certain contenu politique là-dedans aussi. Et Madame Merkel, elle est embarrassée par cette attitude ou pas, selon vous? Je ne crois pas trop. Elle-même a commis une erreur en supportant ouvertement M. Sarkozy en campagne. C'était pas très habile et j'en suis sûr elle le sait maintenant. Et parce que maintenant, évidemment, ça complique les choses un peu. Quelques heures après cette rencontre, Angela Merkel reçoit notre équipe. Première impression ce matin. Quel est votre sentiment personnel sur le style du nouveau président, qui est différent de l'ancien, et sur peut-être les possibilités de s'entendre avec M. Hollande? Nicolas Sarkozy, je le connaissais depuis longtemps. Ce n'était pas la première fois qu'on se rencontrait quand il est venu en tant que président. Tandis que le nouveau président français, François Hollande, c'était la première fois de ma vie que je le voyais. Et maintenant, on va un peu attendre de voir comment les choses évoluent, mais je crois que la rencontre d'hier a été très positive. Ce que dit Madame Merkel, là, bon, elle se mouille pas trop, hein, c'est la première fois de ma vie que je le vois, je ne le connais pas, mais ça a été très positif. Bon, quand vous l'écoutez, là, Madame Merkel, vous entendez comment ce qu'elle dit? Vous dites, vous la sentez un peu réticente ou vous la sentez plutôt bien disposée? Vous la sentez comment? Elle fait une analyse du temps passé qui est derrière elle. Et elle parle pas trop de la personnalité de François Hollande. On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils ont, pendant ces premières rencontres, est-ce qu'ils ont rigolé ensemble? Est-ce qu'ils ont vanné ensemble? Parce qu'on dit c'est ce qu'on dit des deux, qu'ils ont un certain sens de l'ironie de deux. Et Merkel là, aussi, effectivement, Merkel aussi. Merkel aussi, oui. Alors peut-être on a eu ça pendant cette première rencontre, mais elle le effectivement, dit pas. Elle ne le dit pas. Et c'est ce qui est au premier plan, c'est plutôt les sujets européens qui sont devant les deux aussi, et c'est ça qu'elle va plutôt mentionner. Alors bon, parce que dans cette rencontre, il y a quand même des enjeux, et il y a notamment la question des fameux eurobonds qui divisent. Madame Merkel est contre, François Hollande est pour. Je voulais vous faire écouter François Hollande lors de sa conférence de presse à Berlin, quand il évoque justement la discussion à ce sujet-là, si vous pouvez relancer. Sur ensuite le sujet du traité budgétaire et du pacte de croissance. J'ai dit que je voulais que la croissance puisse être non seulement un mot prononcé, mais des actes tangibles et traduits dans la réalité. La méthode qui nous paraît la meilleure, c'est celle de mettre tout sur la table. Tout doit être mis sur la table, par les uns comme par les autres. Tout ce qui peut contribuer à la croissance. Aussi bien l'amélioration de la compétitivité que les investissements d'avenir,
que la mobilisation de fonds, que les eurobonds, bref, tout doit être mis sur la table. Et ensuite, nous en tirerons les conclusions en termes d'instruments juridiques nécessaires. La méthode, c'est de mettre tout sur la table, y compris, il dit les eurobonds. Il le dit très vite, mais il le dit quand même. Est-ce que cette méthode, c'est la méthode qu'il veut utiliser lui? Est-ce que selon vous, elle correspond aussi bien à ce que veut la chancelière allemande? Non, Merkel, elle ne veut pas du tout que les eurobonds soient mis sur la table. Mais c'est normal que François Hollande, il a justement à remplir ses promesses pendant la campagne électorale. Alors, c'est très très normal qu'il va poursuivre ce sujet. Est-ce que là, justement, c'est pas une vraie différence? Parce qu'on avait l'impression qu'avant, avec Nicolas Sarkozy, même s'il y avait des désaccords, en affichage, il disait quand même on est toujours d'accord, tout va bien, tout va bien. Et d'ailleurs, on a dit la France se soumet trop à l'Allemagne. Est-ce que là, c'est pas là-dessus le changement finalement? De dire s'il y a des différences, on le dit, on met sur la table? Non, je ne crois pas, parce que si on se souvient du début de la présidence de Nicolas Sarkozy, il y avait un vrai bras de fer, par exemple sur la question d'une union pour la Méditerranée, que Nicolas Sarkozy il a vraiment voulu. Et c'était plutôt le style de Sarkozy de surprendre Merkel avec toujours des nouvelles propositions et de justement chercher l'accrochage. Et je dirais pas qu'on vit quelque chose de nouvel. C'est ce qui a changé pendant la présidence de Sarkozy. Par contre, c'est qu'avec la crise de la dette souveraine, les deux se sont mis d'accord sur un certain chemin à poursuivre, c'est-à-dire aussi de réduire les dettes. Et là-dessus, ils se sont trouvés d'accord, tout à fait. Et Hollande, maintenant, il dit, bon, réduire les dettes, ce n'est pas le seul chemin, il faut quelque chose d'autre, il faut la croissance aussi. Il y a plutôt là-dedans le changement, comme je le vois. D'accord, ok, oui, mais un changement pour le coup qui est connu, qui n'est pas nouveau, il ne surprend pas. C'est ça la différence. Voilà, cette différence, elle est connue depuis longtemps, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est ça, tout à fait. Il y a une certaine prévisibilité là-dedans. En fait, ça doit être agréable pour Merkel parce qu'elle doit déjà voir un peu d'avance. C'est ce qu'elle a à attendre des revendications de François Hollande. Première question, ce n'est pas à moi de parler au nom de l'Allemagne. Mais ce que je retiens, c'est que Mme Merkel ne considère pas les eurobonds comme un élément de croissance, mais comme une perspective lointaine d'intégration, si je veux être juste, et ne veut pas tirer la position allemande dans un sens qui me serait favorable ou défavorable. J'essaye de comprendre. Moi, j'ai une autre conception. Les eurobonds, ce n'est pas simplement un point d'aboutissement au terme d'un processus d'intégration. Ça peut être l'occasion de mutualiser une dette, non pas une dette passée, mais une dette future, pour permettre à des États qui aujourd'hui empruntent avec des taux d'intérêt à 6%, de pouvoir accéder plus facilement au marché. Depuis la campagne électorale de François Hollande, on savait en Allemagne que ça va être un sujet, un contentieux franco-allemand. Ce qui était irréaliste, c'était de s'attendre que ça peut disparaître tout de suite, parce que François Hollande se trouve quand même encore dans une campagne électorale, vu les élections législatives en France. Et tout le monde sait cela, qu'il ne peut pas abandonner ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale entièrement maintenant. D'accord. Donc ça, c'est sur la divergence de fond. Vous dites il est encore en campagne, enfin, lors de ce premier sommet, il est encore en campagne électorale. Ça veut dire que côté allemand, on s'attend à ce qu'il change de ton? Je pense que c'est le début d'un quinquennat avant les élections législatives, dans une situation particulière, parce que le président socialiste est arrivé avec quelques idées très très claires sur une approche alternative à la gestion de la zone euro. Et c'est très compréhensible qu'il les exprime,
Mais je pense dès que la crise s'accélère, les deux, Mme Merkel et François Hollande, vont être obligés de mieux préparer des positions communes pour les conseils européens et notamment les conférences de presse, parce que la perception dans les marchés financiers, c'est pas seulement si les données économiques s'améliorent ou pas au sein de la zone euro, mais en même temps si la gestion politique de la crise marche. Et Berlin et Paris sont les acteurs essentiels. Et c'est-à-dire la responsabilité sur les épaules des deux va augmenter dès que la crise s'aggrave. À son arrivée à Bruxelles, le président français redit sa volonté d'orienter l'Europe vers plus de croissance pour éviter l'austérité. Moi je dis c'est tout de suite qu'il convient d'agir pour la croissance. Parce que si nous ne mettons pas davantage de mesures, d'instruments, de volonté pour la croissance, nous n'atteindrons pas les objectifs de réduction des déficits. Mais la chancelière allemande marque tout de suite sa différence en insistant sur des recettes plus libérales à l'opposé de la vision française. Pour nous, il faut approfondir le marché intérieur. Et je vais proposer que la mobilité du marché du travail soit améliorée. Juste quand on voit ces images, on se pose toujours la question, est-ce que c'est des images destinées aux Européens, aux autres pays, à Madame Merkel, ou est-ce que c'est des images destinées au public français pour dire, regardez, je les tiens, mes engagements de campagne, quoi. Voilà, je suis ferme, regardez, c'est toujours la question. Les images sont vues par tout le monde, donc de l'intérêt d'avoir des images qui sont conformes à une position qui est défendable vis-à-vis de tous les publics. Parce que de nos jours, autrefois c'était possible, avant Internet, etc., vous pouviez tenir à l'extérieur des positions assez différentes de celles que vous teniez à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, puisque l'information circule en temps réel. Donc vous avez intérêt à avoir une position qui soit, entre guillemets, unique et défendable vis-à-vis de tous les publics. Mais on a envie de dire, François Hollande l'a expérimenté à ses dépens pendant la campagne sur le monde de la finance. Très fort au moment où je vous le disais. Sur le monde de la finance, effectivement. Oui, alors toujours pareil, dans un contexte relâché, à l'occasion d'un délai, mais ça ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, et j'allais dire, et c'est tant mieux, que d'avoir des positions qui soient clarifiées vis-à-vis de tous les publics, et de ne pas avoir deux vérités, une à l'est et l'autre à l'ouest. On parle souvent de croissance, mais c'est un mot qui reste très général. Est-ce que vous incluez sous ce mot de croissance et de relance aussi l'objectif des eurobonds, c'est-à-dire mutualiser les dettes, et l'évolution du rôle de la Banque centrale européenne? C'est toujours notre objectif. Et François Hollande a été très clair. Il a même dit d'ailleurs dans la conférence de presse, il a évoqué le mot eurobonds. On n'a pas vu la chancelière sursauter. Alors là, quand même, quand on entend ça, on se dit, il y a quand même tout un enjeu autour de ce mot. Et quand on entend Jean-Marc Ayrault dire, voilà, on n'a pas vu la chancelière allemande sursauter. Alors, en plus, les images de la conférence de presse, manque de chance, on ne voit pas Mme Merkel à ce moment-là. On se demande d'où il sait ça. C'est une manière de parler. Est-ce qu'il en a discuté avec François Hollande? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas vu autre chose que les images que vous avez diffusées vous-même. Et on ne voit pas Mme Merkel. Mais Mme Merkel, à mon avis, n'a pas sursauté. En tout cas, elle n'a pas infirmé, elle n'a pas donné le sentiment que le mot était tabou. On connaît la position des Allemands, on sait quelle est aussi leur position de départ. Et on ne sait pas encore quelle sera leur position d'arrivée. D'accord. Et pour l'instant, l'enjeu, parce que là, quand on entend ça, on voit bien que l'enjeu, c'est d'arriver à dire ce mot, à le remettre effectivement dans la conversation, et qu'il y a déjà une victoire, quelque part, on nous présente un peu comme une victoire le fait d'avoir réussi à dire ce mot devant Mme Merkel. Mais en fait, ça ne nous dit en rien où la discussion arrivera. On a l'impression qu'il y a beaucoup un enjeu de communication, là, quand même. Sur dire ce mot, il y a arrivé à dire ce mot. Dans une discussion de ce type, tout est important. Ce qu'on a reproché souvent à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir intériorisé un rapport de force et de ne même plus oser poser la position de la France. Là, nous avons une position qui est claire, qui n'est pas celle des Allemands au point de départ. Nous avons vu évoluer sur la croissance, peut-être évolueront-ils aussi sur cette question-là. Et donc, le seul enjeu, c'est de pouvoir réaffirmer des positions qui peuvent être différentes, mais qui peuvent aussi permettre d'aboutir à un compromis, soit sur ce sujet-là, soit sur d'autres sujets. Alors, après ce sommet, c'était évidemment des premiers pas au pas de course, on va dire. Il y a eu le voyage aux États-Unis, voilà. On a vu des débuts assez froids, enfin du moins assez distants, réservés avec Mme Merkel. Avec Barack Obama, c'était très différent. Je voulais vous montrer, savoir ce que ça vous inspirait. J'ai été très intéressé lorsque j'ai lu la biographie du président Hollande.
Il a passé du temps aux États-Unis dans sa jeunesse. Il a étudié les fast-foods américains. Même s'il a décidé de se dédier à la vie politique, j'attendrai avec impatience son avis sur les cheeseburgers à Chicago. Je l'ai aussi averti que maintenant qu'il est président, il ne peut plus se déplacer en scooter à Paris. Je le sais car ici, les services de protection ne m'autorisent pas à le faire. Je veux remercier le président Obama pour sa grande connaissance de ma vie avant que je ne devienne un homme politique. Je ne veux ne rien dire qui puisse laisser penser que les cheeseburgers pourraient avoir quelques défauts que ce soit. Quant au véhicule qui était jusqu'à récemment le mien, j'espère ne pas avoir à l'utiliser avant longtemps. Je veux juste te dire que les cheeseburgers se mangent très bien avec des frites françaises. Pas de commentaires sur les frites. Que pensez-vous de ce concours de blagues, de ce festival de blagues, de cette compétition de blagues entre Barack Obama et François Hollande? Oui, je crois qu'Obama, il cherche un peu d'animer l'ambiance un peu parce que on sent quand même que Hollande, il est un peu tendu, c'est ce qui est tout à fait normal. Ah bon, c'est ça, Hollande, il est tendu? Bon, c'est ce qui est normal. En fait, c'était son premier sommet et des G8 et de l'OTAN. Et alors, du coup, on sentait bien que c'est Obama qui lançait un peu les vannes qui sont tellement aimées aussi dans le public américain pour justement décontracter un peu l'ambiance. Et je crois Hollande, il a bien relancé le ballon. D'accord, donc il y a un petit nouveau, il est un peu stressé, on va le détendre, quoi. C'est ça votre lecture? Oui. C'est pas bon courant entre les deux, waouh, ça démarre très fort, une super relation. Vous voyez plutôt Hollande était un peu stressé, donc il a voulu le détendre. Oui, je vois ça comme ça plutôt parce que c'est Hollande qui veut plutôt marquer son terrain sur les questions internationales. Par exemple, c'est la retraite des forces qui en Afghanistan, ouais. qui se bataillent en Afghanistan à la fin de cette année, qui est un point qui est quand même pas trop bien vu par certains autres partenaires dans l'OTAN. Alors, du coup, on savait bien que ça pouvait être, en ce qui concernait l'OTAN, en tout cas, un sommet difficile. Alors, du coup, ça pouvait être Hollande qui pourrait être un peu sous tension aussi. Oui, mais en même temps, on voit la différence par rapport avec Mme Merkel. On n'a pas eu ça. Hein. Ils ont soi-disant de l'humour tous les deux, mais on n'a pas eu ça. On voit bien qu'il y avait dans un cas une tension, mais un affichage décontracté. Dans l'autre cas, avec l'Allemagne, une tension et un affichage des tensions. Oui, c'est vrai. Mais justement, ça montre que pour le public français aussi, le sujet de l'Europe, de l'euro, de la croissance est beaucoup plus présent et important que peut-être les questions internationales, l'Afghanistan. Et je crois pour Hollande, c'était beaucoup plus important de justement marquer son territoire sur justement cette question qui était vraiment très importante pendant la campagne électorale, c'est-à-dire comment est créée la croissance et comment redresser la balance entre la France et l'Allemagne. On avait dit que tu pouvais enlever la cravate. C'est pour ma presse. Pour ta presse, il faut que tu présentes bien. Et c'est vrai que pour un public assez large, sur un premier contact comme celui-là, le fait d'être entre guillemets sur une même longueur d'onde personnelle est assez rassurant sur leur capacité derrière, puisqu'on leur fait le crédit d'être des gens très professionnels et très compétents en matière de politique, est assez rassurant sur leur capacité à s'entendre sur le fond. Donc au fond, je crois que le monde entier
qui a besoin qui est conscient du besoin de gouvernance mondiale, préfère avoir des dirigeants qui peuvent être en désaccord sur le fond, mais qui ont une capacité de dialogue, une capacité et une forme de complicité en quelque sorte dans la forme. Donc je pense que ça fait sens au-delà du fait que l'humour est une preuve d'intelligence et que deux personnes intelligentes qui blaguent, c'est plutôt quelque chose de sympathique à regarder. Et donc ça fait un meilleur extrait pour le journal de 20 heures qu'un discours plus convenu, un discours plus formel. Au-delà de ça, ça témoigne d'une capacité à s'entendre, ou ça préjuge d'une capacité à s'entendre qui est rassurante pour les citoyens. On avait quand même l'impression, parce que dans l'humour, il y a aussi qui va avoir le mot de la fin, qui va être plus drôle que l'autre, qu'il y avait un petit concours. L'humour est vite un concours. Je pense que vous y participez régulièrement, vous aussi. Et d'ailleurs, moi, je m'attendais à ce que ce soit Hollande qui fasse la blague sur les French fries avant qu'Obama ne la fasse. Mais je pense qu'il a eu l'obligeance de la laisser à son hôte. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas ne pas y penser. Hamburger et French fries, ça va si bien ensemble. D'accord, mais il a laissé l'autre diplomatiquement. Ma thèse, je n'ai pas d'informations à vous donner. Ma thèse est qu'il y a pensé très fort au moment où on parlait de cheeseburger et qu'il a eu la politesse de laisser à Obama le fin mot de l'histoire. Barack Obama a des conseillers très performants qui avaient bien compris qu'une des particularités de François Hollande avait été longtemps d'être qualifié comme le politique français des petites blagues, et qu'il a voulu, en forme d'hommage, s'essayer aux petites blagues. D'ailleurs, Barack Obama, vous en souvenez sans doute, avait déjà exercé ce talent en félicitant Nicolas Sarkozy de la naissance de sa fille, en espérant qu'elle ressemble à sa mère. Donc, effectivement, là, il a c'était vache, effectivement. trouvé un nouveau thème avec ces cheeseburgers. Je crois que c'est simplement une forme de reconnaissance à travers aussi bien les petites blagues que le scooter, qui avait tellement ému un certain nombre d'observateurs français. Donc, c'est montrer qu'ils connaissaient le personnage. D'accord, d'accord. Donc vous y voyez un hommage. Mais alors ça pose, on dit, François Hollande des années à essayer de faire oublier ça, à essayer d'être sérieux. On se rappelle qu'il a quand même été pendant toute sa campagne très très sérieux. Si c'est pour arriver à ce résultat, c'est un peu... c'est que ça n'aura servi à rien alors. Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, très sincèrement, je pense que François Hollande a une nature qui fait qu'il aime bien l'humour, qu'il aime bien rire, et que la fonction de président ne va pas le transformer de ce point de vue-là. Donc peut-être que ces célèbres petites blagues seront beaucoup moins systématiques, mais il m'étonnerait fort qu'elles soient totalement absentes. Dernière séquence que je voulais vous montrer, elle concerne toujours ce voyage aux États-Unis. Un autre aspect énormément commenté par les médias français. Notre sujet, on va dire. Autour de Michelle Obama, les épouses et compagnes des dirigeants du G8. Valérie Trierweiler et les autres premières dames visitent la Maison-Blanche avant d'y déjeuner. Michelle Obama leur montre aussi le potager bio dont elle est si fière. La compagne de François Hollande suit les descriptions du guide grâce à un interprète. Pas de commentaire sur le fait que la presse américaine la compare aux actrices Lorraine Bacall ou encore Katharine Hepburn. Ce matin, Valérie Trierweiler est surtout concentrée sur son grand rendez-vous de cette séquence américaine. Je me prépare à l'étape la plus importante pour moi. Donc voilà, je suis en route pour la Maison-Blanche. Oui. Et est-ce que vous y êtes allé déjà lorsque vous étiez... Oui. J'avais accompagné Lionel Jospin dans une de ses visites et il venait voir Bill Clinton. Et oui, je suis déjà allée à la Maison-Blanche. Voilà. Valérie Trierweiler, journaliste politique, connaît donc déjà Washington. Voilà, connaît donc déjà Washington. Pour quelqu'un qui ne voulait pas parler de sa vie privée, finalement, le résultat, c'est qu'on parle énormément de sa compagne, qui fait la une de nombreux magazines. Est-ce que ce n'est pas un raté, là, pour le coup, pour quelqu'un qui voulait être discret sur sa vie privée ? Alors, à mon avis, pas du tout. Valérie voulait être discrète sur sa vie privée pendant la campagne et je crois qu'elle l'a été. Ensuite, il est impossible d'avoir cette discrétion quand on est la première dame, comme l'on dit. Il y a forcément une curiosité qui existe, certainement aussi liée au fait que François Hollande a été le compagnon de Ségolène Royal et donc on connaissait la précédente, on veut connaître celle qui aujourd'hui
sa compagne, occupe sa vie et a certainement contribué aussi à sa façon à ce qu'émerge le François Hollande que les Français ont élu le 6 mai. Maintenant, il y a une question qui est celle de la mise en scène autour de cette histoire. Bon, que les uns et les autres cherchent à savoir très bien. Maintenant, c'est pas la même chose de répondre à des questions et de mettre en scène une vie et de chercher à en faire un élément du débat public. Il y a aussi tout l'aspect, peut-on être journaliste et femme de président, avec des questions déontologiques qui se posent, qui sont beaucoup mises en avant là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que là, il y a un enjeu important et si oui, selon vous, comment l'aborde François Hollande? Ça le concerne lui aussi, ouais. Ça ne concerne pas que sa compagne. Il y a 2 enjeux, et puis après je répondrai sur François Hollande. Le premier enjeu, il est effectivement déontologique. On imagine mal qu'elle puisse demain être en situation d'interviewer un homme ou une femme politique, parce qu'il y aurait là effectivement un conflit d'intérêts évident. Mais il y a un deuxième enjeu qui est aussi celui de savoir quel est le statut qu'on accorde aux femmes ou aux époux d'eux. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas non plus considérer que parce qu'on est l'épouse d'eux, on n'a plus le droit à une vie professionnelle, à une vie normale, à une vie où on s'accomplit pour soi et non pas seulement à travers celui qu'on a choisi d'aimer. Maintenant, qu'en pense François Hollande? Je pense que il pense que tout doit être fait de manière à ce que rien ne puisse lui être reproché. Et en même temps, il lui a toujours reconnu une autonomie parce que dans la tête de François Hollande, dans l'esprit de François Hollande, il y a l'idée que les femmes ne sont pas les épouses d'eux. Elles ont aussi une vie personnelle qui ne peut pas être totalement liée à celle de leurs époux. On est quand même au XXIe siècle. Oui, bien sûr, mais le problème du conflit d'intérêts quand même, qui est mis en avant, qui surgit et on se demande d'ailleurs s'il l'avait anticipé, on pourrait même penser qu'il aurait pu l'anticiper d'ailleurs. Mais tout dépendra de ce qu'elle sera amenée à faire demain. Si elle continue une émission culturelle, le conflit d'intérêts est loin d'être évident. Il n'y a absolument aucun lien possible entre l'interview culturelle qu'elle pourrait réaliser et puis la fonction qu'occupe désormais François Hollande. Donc c'est à cela qu'elle doit être jugée. Si à un moment donné, elle franchissait le pas, si elle donnait le sentiment qu'à travers ses émissions, elle favorise une politique ou qu'elle donnait une indication qui serait sur un terrain qui ne serait pas détaché de la fonction présidentielle, là, il y aurait une difficulté. Mais pour le reste, je n'en vois pas. Et en tant que communicant, justement, vous diriez le danger, c'est quoi le danger? Parce que l'enjeu, on voit positif, on le voit, l'enjeu positif, le danger. Alors le danger, il est très clair. Le danger, c'est une expression publique qui pourrait, à un moment donné, gêner une position officielle du président. Pour moi, c'est l'essentiel du danger. Et là, après, il peut y avoir une maladresse, mais tout le monde peut en commettre par ailleurs. Mais le sujet, c'est la question de l'expression publique, puisque on a élu un président et pas une femme de président, et qu'il est important d'avoir une unité dans ce qui est exprimé. Donc, bien évidemment, plus il y a d'occasions d'expression publique, plus il pourrait y avoir, j'allais dire, de risques d'interférence, en quelque sorte. Autre image, autre rupture. Alors, on est dans les symboles. On a vu pour la première fois François Hollande, donc un président accorder une interview, sa première interview sur le plateau d'un journal télévisé, plutôt que de faire venir les caméras à l'Élysée. Et puis aussi un président prendre le train, des images là aussi très vues. François Hollande veut que l'exemple vienne du plus haut niveau de l'État. Lui-même, hier, a décidé de prendre le train pour aller à Bruxelles. Opération délicate pour son escorte, qui doit contenir la foule. Une photo, allez, parce qu'après on y va. Ce garde du corps s'improvise même photographe. Voilà, à chaque fois que je pourrai prendre le train, oui, ce sera comme ça, mais je ne sais pas si je serai toujours bien accueilli. On verra, ce sera un baromètre aussi. La démarche tranche avec celle de ses prédécesseurs qui préféraient l'avion. Mais dans l'opposition, certains y voient un manque de professionnalisme. Quand on est président de la République, on ne choisit pas son petit confort, c'est les solutions qui vous amusent le plus ou qui vous plaisent le plus. On choisit les solutions les plus efficaces, les moins coûteuses, qui correspondent aux contraintes de la fonction. Et moi, je crois qu'il veut faire, pendant ce mandat, partager aux Français, au fur et à mesure, les étapes de son travail et le faire apprécier. Et donc, je crois qu'il a dans l'esprit d'être un président qui sera un président pédagogue, un président qui cherchera
à faire partager une démarche tout au long de son mandat. Quand on continue à rencontrer les Français, continue à leur parler, continue à ne pas s'isoler, c'est une façon de leur dire, moi, au fur et à mesure, je serai avec vous, je vous dirai comment j'avance, et donc je le ferai en toute simplicité. C'est Jean-Marc Ayrault qui disait qu'il n'y a pas besoin d'être danois pour être simple. Ben voilà, il n'y a pas besoin d'être danois pour être simple. Pour un Allemand, c'est difficile à comprendre que ça évoque même un départ à prendre le train. C'est normal et je crois si on voit notre chancelière ou même notre président, ils le font aussi, de montrer lui-même normal pour un politicien, c'est une chose gagnante en Allemagne. Peut-être ça arrive aussi en France maintenant. D'accord, donc cette normalité vous paraît complètement pour le coup normale, et le fait de prendre des bains de foule comme ça, il dit ça sera un baromètre, comme ça je prendrai des bains de foule, ce sera un baromètre de ma popularité. Ouais. En même temps, s'il est plus populaire, on a vu avec M. Sarkozy, ça se passait pas toujours très bien. Vous pensez qu'il peut continuer comme ça? En Allemagne, il continue comme ça, même quand ils sont pas populaires? Ça, c'est intéressant à voir s'il peut garder cette façon-là ou pas. Donc au début aussi, Sarkozy a essayé de faire une certaine rupture avec l'image publique d'un président, faire des footings ou même des interviews très à l'aise avec des journalistes. Mais ça s'est arrêté à un certain moment et ça devrait être intéressant à voir jusqu'à quel moment Hollande peut garder ce style-là. On se dit que là, pour le coup, c'est une posture qui peut être difficile à tenir, parce qu'on voit bien que les moments où le président est moins populaire, on l'a vu pour Nicolas Sarkozy, les bains de foule généralement cessent. Alors est-ce que là, il n'y a pas un petit danger d'annoncer comme ça qu'on ira au contact régulièrement? Oui, je crois que le sujet n'est pas de prendre les bains de foule, ni pour des sondages, ni pour une mesure en temps réel de la Cour diplomatique qui peut se mesurer par ailleurs. C'est ce qu'il a dit en plaisantant, c'est pour ça. Oui, je crois qu'il faut prendre ceci pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est pour une plaisanterie. Mais en l'occurrence, je pense que ça témoigne d'une volonté réelle et d'ailleurs d'une personnalité qui est la sienne, qui est de ne pas se couper des gens sous prétexte qu'il occupe cette fonction et d'incarner une présidence beaucoup plus proche, comme ça existe dans d'autres pays en Europe d'ailleurs, où il n'y a pas en permanence cette distance artificiellement créée pour des raisons qui peuvent être des raisons de sécurité, mais parfois les raisons de sécurité sont un alibi pour ne pas se rapprocher vraiment des gens. De toute façon, il ne sera pas toujours... bien sûr qu'il prendra aussi l'avion, bien sûr qu'il ne sera pas exclusivement en train, mais à chaque fois qu'il pourra le prendre, ce sera l'occasion pour lui de continuer à être confronté, y compris aux manifestants. Et moi, je l'ai connu pendant des années, aller à la rencontre de gens qui étaient parfois même hostiles. On a vu que Nicolas Sarkozy avait pu se faire attraper au col, ça avait été des images assez terribles. Est-ce que vous imaginez de telles images pour François Hollande? Il y a une part de risque, mais le jeu en vaut la chandelle. Et puis ce que j'espère, c'est qu'en ayant un président qui continue à être abordable, il n'y ait pas ce type de geste parce que finalement il n'y en a pas besoin. On peut s'exprimer avec lui, on peut continuer à être dans le dialogue, continuer y compris à lui faire des reproches pour ceux qui auront à lui en faire. Et il ne s'est jamais dérobé face à la confrontation. Et donc j'espère que les gens le comprendront et n'auront pas besoin de s'exprimer par des moyens qui seraient ceux de la violence, et qui sont évidemment totalement inadmissibles. Voilà, on verra pendant combien de temps et avec quelle fréquence François Hollande continuera à prendre le train. Pour ceux qui souhaitent prolonger, je signale ce livre, Abécédaire de la réconciliation, de Robert Zarader. Merci à Marie Lebon qui s'est levée tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir